L'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation parce que vous menez une campagne plutôt active, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de meetings, beaucoup de réunions, beaucoup de visites d'usines. Donc merci d'être là. Alors cette émission est enregistrée le mercredi après-midi, donc juste avant le grand meeting de Montpellier. Alors on sait quand même qu'il y a eu beaucoup de monde, comme il y en a eu à Villeurbanne auparavant. Enfin, vous avez des meetings qui affichent complet, des intentions de vote qui sont en hausse régulière, on va dire. C'est un bon moment pour vous. Vous êtes heureux de ça, votre parole porte, ou alors vous n'y accordez pas trop d'intérêt? J'accorde beaucoup d'intérêt à ce que je vois se produire autour de moi et qui me rappelle l'ambiance que j'avais connue en 2005, qui avait été d'ailleurs particulièrement notée ici dans l'Hérault, où on avait vu des tas de gens, parfois assez éloignés de la politique le reste du temps, qui s'étaient emparés de la question posée. À l'époque, il s'agissait de la Constitution européenne, sujet qui va revenir au mois de février et de mars de cette année, et s'étaient eux-mêmes mis en campagne de leur propre initiative. Et je vois ce phénomène se produire, ce qui évidemment m'enchante, me confie une responsabilité considérable, parce qu'en quelque sorte, je suis le point d'aboutissement de tous ces milliers de petits efforts que j'encourage à voir se développer. Dans les meetings, je vois des gens arriver, des fois qui n'ont jamais de leur vie participé à un meeting, qui sont tous surpris de nos rites et codes, qui me poussent à faire un peu, pardon de l'expression, l'instituteur du peuple. Donc je dois expliquer, commenter, argumenter. Bref, je fais une campagne avec mes amis du Front de Gauche, qui est une campagne d'éducation populaire, et de fil en aiguille, chacun reprenant les arguments, les mots d'ordre, elle se diffuse dans tout le pays. Alors, oui, je suis très content de ça. Alors vous avez fait l'instituteur donc devant quasiment 10 000 personnes à Villeurbanne, plusieurs milliers à Montpellier aussi. On vous a entendu parler cette semaine du camarade Hollande, hein, de l'appeler à la discussion, d'être un peu plus doux avec lui, moins critique on va dire. Et puis parallèlement à ça, il y a eu une lettre donc envoyée par le parti de gauche pour négocier en vue des législatives. Alors est-ce que vous êtes dans une démarche type Europe Écologie Les Verts pour négocier certains postes lors des prochaines législatives? En aucun cas. Je m'adresse à François Hollande comme à quelqu'un dont je suis le concurrent en même temps que le camarade. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'autre adversaire qu'à droite. Mon adversaire, le travail auquel nous sommes attelés, c'est de tourner la page de Nicolas Sarkozy. Mais en même temps, nous savons bien qu'il ne suffit pas de tourner la page d'un homme pour régler les problèmes politiques. Il faut donc aller sur des choses concrètes. Je ne suis pas un marchand de rêve, moi. Je ne vais pas dire aux gens, écoutez, voilà, le Père Noël s'appelle François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon. Il faut regarder le contenu des programmes. Et donc, à intervalles réguliers, j'interpelle François Hollande. Je lui pose des questions. Je veux le pousser à être plus précis, plus concret. Quand, par exemple, je dis il faut augmenter le SMIC à 1 700 €, on pense ce qu'on veut de cette revendication, mais on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire on verra bien que le SMIC soit négocié. Mais si on pouvait négocier une hausse de salaire, ça serait déjà fait aujourd'hui. Si on devait pouvoir se passer de la loi et du décret qui augmente le SMIC, eh ben on le saurait. La gauche, on a toujours fait comme ça. Alors on a le droit de ne pas être d'accord avec la gauche. Mais quand on est de gauche, il y a des choses qu'on doit faire tout le temps. Augmenter les petites payes, diminuer le temps de travail et favoriser la retraite. C'est des fondamentaux. C'est l'école. Je vous parlais là de plus de politique politicienne. Oui. Il y a les législatives après la présidentielle. Là, le PC a négocié déjà. Donc est-ce qu'ils sont en train de négocier? Je vais profiter de cette circonstance pour être très précis pour que chacun comprenne bien de quoi il retourne. Le Parti communiste français, pas davantage que nous, ne négocions quelques circonscriptions que ce soit avec le Parti socialiste. Nous aurons nos candidats partout au premier tour. Il n'y a rien à discuter sur ce sujet. Nous ne sommes pas Europe Écologie Les Verts, on ne nous fait pas signer n'importe quoi contre une circonscription. Maintenant, il y a un cas particulier. Ce sont les circonscriptions où, au deuxième tour, la gauche est menacée d'être tout simplement effacée. Et que donc on aurait au deuxième tour des duels Front National, UMP. Bon, pour nous, je crois que les auditeurs et les téléspectateurs peuvent le comprendre, il n'y a pas situation plus ridicule qui nous verrait, au nom du fait que nous sommes profondément hostiles au Front National, obligés de voter UMP, à qui nous sommes également hostiles. Alors, et qui souvent d'ailleurs tient des discours qui sont parfois plus brutaux que ceux du Front National lui-même. Dans ces conditions, comment éviter ça? Dans le passé, on avait trouvé une solution. On présentait toute la gauche, un candidat ou une candidate commun, à cette élection. Il s'agit de 90 circonscriptions dans tout le pays, si je crois la liste secrète qu'a le Parti socialiste. Et nous avons dit, bon, si on doit se regrouper dans ces cas-là, pour faire barrage au Front National et être présent au deuxième tour, nous sommes disponibles à en parler.
À quoi on nous a répondu? On ne parle pas avec vous. Ah bon, mais très bien, donc tous ceux qui m'entendent, dorénavant, le savent. Le Parti socialiste ne veut pas parler avec mes amis à propos des circonscriptions où nous sommes menacés, toute la gauche, d'être éliminés au deuxième tour. Voilà, c'est seulement dans ce cas et dans aucun autre. Nous ne demandons rien, nous irons chercher nous-mêmes la confiance du peuple. Et nous ne la traiterons pas, nous ne la sous-traiterons pas au Parti socialiste. Nous voulons être autonomes, indépendants, porter notre programme jusqu'au bout. Voilà qui est clair. On va parler d'une autre question, enfin vous l'avez déjà abordé, c'est le Front National, avec une question qui vous est posée par Emmanuel Lévrier. Emmanuel, c'est notre politologue maison, il est sociologue et directeur de recherche au CNRS, et sa question porte sur le poids de l'extrême droite dans la région. On l'écoute. Jean-Luc Mélenchon, j'ai une double question se rapportant à la région Languedoc-Roussillon. Une région qui est à la fois de tradition communiste, mais d'un communisme en déclin aujourd'hui, et puis avec un enracinement du Front National, particulièrement dans certaines zones populaires de la région. Comment pensez-vous inverser la tendance au déclin du vote communiste et de la gauche? Et ensuite, comment dissuader une partie de la protestation populaire de grossir les rangs du Front National? Alors déjà, est-ce que vous y croyez à ça? C'est vrai qu'on lit beaucoup de sondages disant que l'électorat ouvrier ou des employés auraient tendance à voter pour le Front National. Est-ce que vous y croyez? Alors, je pense que beaucoup découvrent des réalités qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Je prie qu'on s'apaise un peu. Dans notre pays, et ce n'est pas la guerre civile, il y a toujours eu des ouvriers et des employés de droite. Et figurez-vous qu'ils étaient fort nombreux pendant fort longtemps. Et le vote de gauche n'a été majoritaire dans la classe ouvrière et les employés qu'au prix de longues années de travail. Au moment où nous étions les plus puissants, c'est-à-dire au moment du programme commun, il y avait 30% d'ouvriers et de salariés qui continuaient à voter à droite. C'était bien leur droit, après tout. Et voyez-vous, à mesure que la gauche a en quelque sorte affadi son discours, n'a plus répondu aux préoccupations des travailleurs, le travail du Front National a été facilité, puisque personne ne venait leur dire les coupables de la situation ce sont les banquiers et les financiers. Ils ont cru, pour ceux qui étaient déjà à droite, que le responsable c'était l'immigré. Voilà comment l'affaire s'est faite. Et quand M. Sarkozy a levé la digue et a commencé à tenir des discours au moins aussi xénophobes et parfois pire que le Front National, alors il y a eu une espèce de dynamique. La droite s'est extrême droitisée. L'ouvrier de droite est devenu d'extrême droite. Et il a embarqué ici ou là quelques cœurs fragiles. Regardez bien le sondage qui est paru dans le JDD la semaine dernière, le journal du dimanche. Il faisait apparaître que dans l'hypothèse où Mme Le Pen ne serait pas candidate, qui bénéficiait du report de voix au premier tour? M. Sarkozy et M. Bayrou. Donc ça nous permet de balayer l'argument auquel je ne crois pas, d'après lequel ce seraient des électeurs de gauche qui feraient le gros de la troupe des électeurs de Mme Le Pen. Alors après, une fois qu'on a posé ça, que doit-on faire? Mais enfin, nous sommes dans une démocratie. Nous devons tenir compte du fait qu'il n'y a pas d'autre bataille que celle de la conviction. Ce que j'ai reproché, notamment au Parti socialiste, mais aussi à beaucoup de médias, c'est d'être en quelque sorte fasciné, comme tétanisé par le cobra qui s'ajoute doucement, là, qui s'agit doucement, Le Pen, et ils ne font rien. Ils ne donnent pas d'arguments, ils font des injonctions morales, ils disent au peuple « ce n'est pas bien ». Et le peuple répond « occupez-vous de vos affaires ». Vous dites en fait que la condamnation morale ne sert à rien. Mais ça n'a aucun sens. Il faut donc débattre comme on le fait avec des citoyens adultes. Voilà, les gens qui votent Front National, comme ceux qui votent ce qu'ils veulent, sont des citoyens adultes. Et donc, on parle à leur conscience. Moi, je leur dis, vous ne pouvez pas faire confiance à Mme Le Pen si vous êtes un ouvrier ou un salarié, parce que la plupart de vos problèmes, elle s'en fiche. Elle ne veut pas augmenter le SMIC. Elle ne veut pas qu'on baisse les loyers. Elle explique que c'est une idée communiste. Le SMIC, elle a changé d'avis il y a peu, hein, pour finalement proposer de monter un petit... Écoutez, c'est déjà sur la retraite. Ça suffit à créer un problème avec son père. Pour finir, on ne sait plus qui là-dedans décide. Mais voilà les sujets sur lesquels il y a des débats. De même, je m'adresse aux femmes qui s'apprêtent à voter peut-être Front National. Avez-vous bien compris, mes chères concitoyennes, que le Front National veut dérembourser le droit à l'avortement? L'avez-vous bien compris? Si vous l'avez compris et que vous votez pour ça, bon, c'est votre choix. Mais si vous ne l'avez pas compris, il est toujours temps de vous ressaisir et, le cas échéant, de voter pour moi. De même, si l'on aime la France, la patrie républicaine des Français, si l'on veut qu'elle soit puissante, forte, écoutée, respectée, il faut porter une parole conquérante. Il ne faut pas dire d'entrée de jeu, l'euro c'est les Allemands font ce qu'ils veulent. Il faut au contraire dire, mais l'euro est à nous. Nous avons le droit, nous, de dire que nous ne voulons plus de cette monnaie trop forte. Nous ne voulons plus de cette Banque Centrale Européenne
qui décide qu'elle ne prête pas aux États, mais qu'elle prête aux banques, et oblige les États à aller se financer auprès des banques à un prix excessif. Voilà, il faut donc avoir cette fierté, et il faut dire, eh ben oui, nous voulons faire France de tout bois. Je dis à Madame Le Pen et aux autres, vous êtes absurde de dire, par exemple, que vous ne donnerez pas l'aide médicale d'État à ceux que vous appelez les clandestins, parce que les microbes se fichent des papiers d'identité. Si vous ne soignez pas les gens malades, tout le monde sera malade, Madame Le Pen. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Et de la même manière, il est absurde de dire que l'on est contre la délocalisation, mais d'accepter qu'à domicile, nous ayons des travailleurs étrangers, parfois depuis 10 ans, depuis 15 ans, sans papier. Comme ils n'ont pas de papier alors qu'ils sont travailleurs, ils ne peuvent ni se syndiquer, ni obliger à ce qu'on respecte le code du travail. Si bien que certains patrons malveillants, je dis bien certains, les utilisent pour faire baisser les salaires. Et comment peut-on faire respecter la loi? Eh bien d'abord en donnant des papiers, et de cette manière, le code du travail sera respecté. Moi, ce que je dis, ce sont des arguments de bon sens, des arguments que chacun peut aller vérifier. Et si l'on m'objecte quelque chose, qu'on me dise quoi? Mais ça ne peut pas être des injures racistes. Ça ne suffit pas à faire une conviction raisonnée. Alors on peut le regretter, de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fonctionne, en tout cas dans la région, puisque aux dernières cantonales, au premier tour, le Front National était entre 40 et 50% assez souvent. C'est la question de l'identité de la France. Et c'est vrai que là, on n'a pas l'impression que vous êtes très audible. C'est quoi votre vision de l'identité française? Parce qu'il y a un besoin de ça. On a besoin, en gros, il y a une demande pour savoir ce que ça veut dire qu'être français. Le Front National le fait à sa manière. Vous, c'est quoi votre vision? Moi, je le fais beaucoup et souvent. Je vais vous dire, pour être franc, je n'ai pas encore rencontré une seule personne qui soit venue me dire « Monsieur Mélenchon, j'ai un trouble de mon identité française ». Je n'en ai pas rencontré. Mais ce côté du discours FN fonctionne. Il y en a quelque part qui se dit « Je ne sais pas ce que c'est d'être français ». Alors, je vais d'abord donner la définition juridique. Et permettez-moi de vous dire que c'est la seule qui est une valeur légale. Être français, c'est posséder une carte d'identité française. Et lorsqu'on possède une carte d'identité française, c'est soit que l'on est né français, et il y a des conditions pour naître français, et il y a une tradition qui remonte à la monarchie, à l'Ancien Régime, qui disait « né en France, français ». Car nous, les Français, nous avons toujours été des rassembleurs. Nous avons toujours fait France de tout bois. Bien. Après, il y a autre chose qui définit l'identité des Français. C'est la République. La République est l'identité des Français. Et c'est une identité révolutionnaire. L'identité que propose Madame Le Pen, c'est une identité contre-révolutionnaire. C'est le lien du sang. C'est l'Ancien Régime. Nous, nous disons, la condition pour être français, liberté, égalité, fraternité. Voilà l'identité des Français. Et c'est pourquoi on peut être français de toute couleur de peau, de toute religion, quel que soit son sexe, et puis que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit gros ou que l'on soit maigre. Et tant mieux, la France est grande quand elle sait rassembler ses enfants autour des principes qui lui permettent d'être en quelque sorte une France universelle. Pour vous résumer mon idée, je pense qu'on ne peut pas faire la France dans un seul pays. Voilà comment je vois la République universelle, en quelque sorte, contenue dans le peuple français qui l'a inventée en 1789. En dernière question liée au Front National, Louis Alliot, numéro 2 du Front National, qui est basé maintenant à Perpignan, dit que vous vous trompez d'adversaire puisque le FN n'a eu jamais aucune responsabilité dans la mondialisation ou la désindustrialisation et que votre vrai adversaire, ça devrait être ou François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Bon, je n'irai pas demander à M. Alliot des conseils de stratégie pour la gauche, voyez-vous. Je sais qui il est, c'est un homme d'extrême droite, et donc je pense qu'il devrait d'abord s'occuper de ses affaires. Mais s'il a envie d'entendre ma réponse, la voici. Moi, je ne fais pas la guerre à des personnes. Je ne fais d'ailleurs la guerre à personne. Je ne fais pas la guerre à des personnes. Je m'attaque à des choses concrètes, précises. Et je vois bien qu'il y a une communauté de vues entre le Front National et la droite aujourd'hui, sur toute une série de sujets. Par exemple, l'apprentissage à 14 ans, ils sont d'accord les uns et les autres. Par exemple, la détestation des étrangers. M. Guéant a mérité, d'après Mme Le Pen, une carte de membre d'honneur du Front National. Voilà. Donc il y a beaucoup de communautés entre eux. Il est donc normal que lorsque je combats l'un, on voit bien que je combats l'autre. Car je ne combats pas des personnes, mais les idées qu'ils ont en commun, que je crois mauvaises pour ma patrie républicaine. Voilà comment le problème se pose. Alors pour le reste, M. Alliot ne me fera jamais croire qu'il est un gentil petit mouton avec lequel on peut vivre. Je sais qu'il est très dangereux. Par conséquent, je dis à M. Alliot que je vais m'occuper de sa santé, de celle de Mme Le Pen, du premier au dernier jour de la campagne, parce que mon intention est de convaincre les gens qu'ils ont halluciné, qu'ils ont enfumé, à qui ils mentent, de les ramener à la vérité, de dire regardez qui sont ces gens, ils sont très dangereux. Et avec eux, vous ferez une petite France rabougrie, craintive, humiliée devant les gouvernements de droite allemands et qui ne comprend rien
à l'immense souffle que les Français peuvent réveiller sur le continent européen. Car si nous gagnons, nous, le Front de gauche, si nous faisons un magnifique score là, au mois d'avril et au mois de mai, vous verrez que ce sera un coup de tonnerre dans toute l'Europe et que les premiers qui nous entendront, c'est ceux qui vont voter un an après, nos amis et camarades allemands, qui diront « nous allons faire chez nous comme ont fait les Français chez eux ». Et alors vous allez voir si enfin on ne va pas un peu commencer à avoir du bonheur sur ce vieux continent. Allez, on va écouter une deuxième question. Celle-là, elle vous est posée par Philippe Villemus, il est économiste, enseignant à Subdeco à Montpellier et essayiste à succès. Une question portant sur l'argent public. Monsieur Mélenchon, bonjour. Vous avez fondé votre programme économique sur le retour à la croissance et vous vilipendez la réduction de la dette et des dépenses publiques. Mais il est difficile de croire que la totalité de ces dépenses publiques soit 100% utile. Ne pensez-vous pas qu'il existe, au niveau de l'État ou de la région Languedoc-Roussillon ou des autres collectivités territoriales ici, des dépenses publiques qui devraient être soit rabotées, soit supprimées? Et selon vous, lesquelles? Question assez précise. Clairement, cet économiste a la cohérence d'un raisonnement qu'il n'énonce pas, il n'a pas le temps. Mais nous pensons le contraire l'un et l'autre. Donc nous n'allons pas faire semblant. Pas forcément, hein, connaissant Philippe Villemus, pas forcément. Mais il joue au basket, je joue au rugby. Donc on ne parle pas de la même chose. Lui me dit, votre politique est basée sur la croissance. Non, vous m'aurez mal compris. Sur la relance de l'activité, car je ne me contente pas d'être quelqu'un qui veut que l'on distribue et que l'on partage la richesse autrement dans ce pays, qui est la question centrale. Voyez-vous, le déséquilibre entre les revenus du travail et du capital s'est creusé, 10 points sont passés des poches du travail à celles du capital. Ma politique est donc basée sur la récupération de ces 10 points. Le programme du Front de gauche, c'est la récupération de 195 milliards que le capital a capté pour lui. Bien. Et cet argent-là, à quoi va-t-il servir? On va le récupérer en temps de travail de moins, on va le récupérer en cotisation sociale pour améliorer les prestations, et on va le récupérer en salaire. Et mon idée est que dès lors qu'il y aura cette redistribution, la machine reprendra vie et qu'on verra, par exemple, le carnet de commandes de la petite entreprise se regarnir, on verra les gens mieux vivre, on verra aller acheter chez le travailleur qui ne peut acheter que de la malbouffe, il ira acheter du bon manger biologique et donc il paiera mieux le paysan. Bref. Répandre cette richesse réactivera le corps social. Donc vous voyez déjà, je ne suis pas un productiviste. Et nous, sur la dépense publique. Attendez, mais ce point est très important car c'est la question de la planification écologique. Est-ce que la génération politique actuelle a compris que le productivisme, c'est la mort pour la planète et pour nous? C'est très important. Et vous verrez, quand vous verrez... bon, la droite, on connaît, ils s'en fichent. Leur problème, c'est la politique de l'offre, baisser le prix des marchandises, et ils ne se soucient pas de savoir ce qu'on... Mais les sociodémocrates aussi sont dans une impasse. Car leur phrase dit « nous partagerons les fruits de la croissance », ce qui signifie qu'on ne touchera pas à la répartition du gâteau avant, et qu'ils sont toujours dans une logique productiviste. Maintenant, je viens sur la dépense publique. Alors... Écoutez, qu'il y ait des dépenses publiques inutiles, tu parles d'une découverte. Il y en a toujours ici ou là. Les élus essayent de faire pour le mieux. Des fois, ils font de lourdes erreurs. Les électeurs sont là pour les sanctionner. Parce que nous ne croyons pas, nous, à la sanction du marché. Donc il faut bien que quelqu'un mette de l'ordre. Qui c'est? L'électeur, par la force des choses. Connaissez-vous mieux que l'intelligence collective? Si vous connaissez, dites-nous quoi. Enfin, Churchill disait... Hein, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, pour la démocratie. Mais est-ce que vous, par exemple, vous croyez, excusez-moi, oui, je vous en prie. Est-ce que vous pensez, par exemple, Nicolas Sarkozy a proposé une réforme de la territorialité, est-ce que vous seriez pour ou contre la disparition, par exemple, d'un échelon administratif comme le département? Non, mais le département n'est pas... hein, oui, j'ai compris. Le département n'est pas un échelon administratif, c'est un échelon démocratique. Il ne faut quand même pas se tromper sur les mots. C'est un des endroits où s'organise le souverain, c'est-à-dire la volonté collective. Je suis très frappé de voir qu'après avoir entendu toutes sortes de discours sur la nécessité qu'il y ait une démocratie plus large, plus ample, participative, on n'arrête pas de mettre des adjectifs derrière le mot démocratie. Nous avons, nous, en France, une tradition qui vient de très loin, qui est l'ancrage de la démocratie dans les communes. Nos libertés publiques sont nées d'abord dans les libertés communales. Et ensuite, la grande révolution de 1789 a organisé pour la première fois dans l'histoire une organisation rationnelle et administrative du territoire que sont les départements, qui datent de la Révolution. Avec un principe tout simple, c'était qu'il ne fallait pas que le département soit à plus d'une journée de cheval de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, vous voyez, c'était pour dire qu'il fallait qu'il y ait une proximité. Et puis ensuite, on a ajouté les régions. Et là, bon, nous avons 3 niveaux.
Où est le problème? Il y a aussi l'intercommunalité maintenant. L'intercommunalité s'est ajoutée aussi. Alors on en a rajouté, ça chou-fleurisé, et il y en a dans tous les coins, et à la fin on ne sait plus qui fait quoi souvent, et il y a beaucoup de baronnies qui se sont constituées, une certaine féodalité est de retour, qui est aggravée par le libéralisme, qui lui aime bien qu'il y ait en quelque sorte un droit à géométrie variable. Je pense que leur idéal aux libéraux, ce serait qu'il y ait quasiment une loi par région, et notamment un code du travail par région. D'ailleurs, c'est ce que propose quasiment Nicolas Sarkozy. Alors, lorsque nous venons sur la dépense publique, je dois répondre franchement, s'il n'y a pas la dépense publique, qui va relancer la machine dans ce pays? Et je n'en veux qu'un seul exemple. Les capitalistes, cette année, se sont répartis 290 milliards d'euros de dividendes. Et ils n'ont pris sur la masse des bénéfices que 190 milliards pour réinvestir. Donc, ceux-là même qui nous font des grands discours sur le fait qu'il faut se serrer la ceinture sont les premiers à se gaver et à ne rien réinvestir. Ils ne préparent pas l'avenir. Donc, l'État doit intervenir par la réglementation pour contenir la part de la richesse que le capitalisme s'approprie. Premièrement. Alors ça passe par toutes sortes de choses, l'impôt plus progressif, le revenu maximum, le cercle vertueux dans chaque entreprise, pas un salaire qui soit supérieur, tout en haut, à 20 fois celui qui est tout en bas. Voilà des exemples. Et tout ça nous conduit à réactiver d'une façon générale le tissu de l'activité économique en arrachant la financiarisation qui s'est inclue là-dedans. Je vous le redis, si ce n'est pas la dépense publique, alors dites-moi comment vous comptez faire, puisqu'en même temps vous m'interdisez de toucher au capital privé. Donc on laisse faire. Après tout, pourquoi pas? Mais si ce qu'il propose marchait, ça se verrait. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand on applique cette politique à la Grèce, quand on l'applique à l'Espagne, quand on l'explique au Portugal, c'est la catastrophe partout. Donc je dis à ceux qui m'écoutent, pourquoi n'essayeriez-vous pas ce que moi je vous propose? La vie, la relance de l'activité. Et oui, c'est vrai, je fais la guerre au capital. Alors vous faites aussi la guerre au précariat, c'est ce que vous proposez oui. D'ailleurs, dans votre programme. C'est un mot compliqué, précariat. Oui, enfin on va essayer de l'expliciter un petit peu, notamment dans notre région. C'est vrai qu'on a eu une industrie, Haute-Vallée de l'Aude, bassin alésien, avec la fermeture de Ducrot l'année passée, le bassin alésien a encore accentué un petit peu son déclin industriel. La seule industrie qu'on connaisse maintenant, c'est l'industrie touristique, avec beaucoup de contrats à durée déterminée, de contrats saisonniers. Comment on fait pour mettre fin au précariat là-dedans? Déjà, je vais vous dire une chose, l'activité touristique est une très bonne chose, et elle est profitable, mais alerte les amis. Si vous vous installez dans une mono-industrie, vous prenez tous les risques de la mono-industrie. Vous en prenez toutes les contraintes et tous les risques. Les régions de France où on faisait que du charbon, il y avait les terrils, tout le monde mourait des problèmes de respiration, et puis le jour où il n'y a plus eu de charbon, terminé, tout le monde est passé à la trappe. Donc surtout, ne vous laissez pas aller à un modèle unique de développement, c'est absurde. Bon, premier élément. Donc il y a place, dans le Languedoc-Roussillon, à échelle large, il faut réindustrialiser. Et il faut réindustrialiser parce que nous avons l'objectif de la planification écologique. Donc nous devons avoir des productions qui aujourd'hui sont importées, qui sont faites dans des conditions environnementales et sociales épouvantables ailleurs dans le monde. Relocaliser, c'est bon pour la planète et c'est bon pour les travailleurs. Donc moi, si j'avais des responsabilités ici, mon objectif numéro 1, ça serait de diversifier l'activité. Après, il y a celle qui existe. Bon, nous sommes dans le secteur du tourisme. D'abord, commençons par dire que nous ne devons pas accepter que la formation dans cette région soit orientée exclusivement pour produire du personnel qualifié dans cette branche. Comment se fait-il qu'on ait fermé autant de lycées professionnels dans ce secteur? Pourquoi ne peut-on plus répondre à la demande dans la métallurgie et dans combien d'autres secteurs industriels? Alors après, quand on parle de la restauration et du tourisme, bon, évidemment qu'on ne peut pas passer à côté de la nécessité d'emplois saisonniers. Mais nous avons bien des manières de stabiliser la main-d'œuvre. On peut imaginer toutes sortes de procédés qui permettent à des travailleurs d'avoir un contrat à durée indéterminée. C'est affaire de technique, ce n'est pas si compliqué. Pardon de ne pouvoir le détailler, mais je le redis aux gens. Il n'y a pas de problème humain insurmontable. À tout problème, il y a une solution. Mais on ne peut pas avoir deux solutions en même temps. Garantir beaucoup d'argent à quelques-uns et vouloir servir tout le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Alors il y a une question que je voulais vous poser aussi qui concerne la région, puisque Montpellier est une ville où les loyers sont très chers, mais ça concerne à peu près toutes les villes de la région. Il nous reste 2 minutes pour y répondre. Comment vous faites pour faire baisser les loyers? Le marché, alors d'abord la mesure technique numéro 1, on prend une zone, ça existe ailleurs. Ils ont fait ça en Allemagne et en Hollande. Vous calculez la moyenne des loyers à un endroit, dans un bassin de vie,
vous regardez la moyenne, tout ce qui est au-dessus, vous rabattez à la moyenne. Point. C'est-à-dire par la loi enfin, Oui, c'est rien du tout, c'est un décret. Bon, donc on rabat, parce que ça ne peut plus durer comme ça. J'adjure tout le monde de le comprendre. Ça ne peut plus durer. Vous ne pouvez pas dire à un jeune couple, à une jeune famille, qu'il va consacrer le 30, le 40% de ses moyens pour avoir un toit sur la tête. Et puis après, il faut étendre, il faut trouver une chambre de plus pour les enfants. Vous savez qu'en région parisienne, quand on est un petit cadre moyen, passer de 2 pièces à 3 pièces, c'est plus possible. Vous devez prendre 30 ou 40 kilomètres plus loin. Donc il y a une mesure technique. Mais après, la mesure de fond, une autre mesure technique, c'est la réquisition des logements vides. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait 2 millions de logements vides dans notre pays? On m'a dit, mais monsieur Mélenchon, si vous réquisitionnez, vous expropriez. Pas du tout. Les gens peuvent ne pas être réquisitionnés, il faut qu'ils louent. S'ils louent, ils feront baisser le niveau des loyers. Et puis après, il faut construire. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut construire, et d'abord construire du logement social. Le logement social, ça veut dire que c'est un logement de bonne qualité, écologiquement viable, et à la portée de ceux qui ont des salaires modestes. Bon, voilà. Il ne faudrait, moi, mon objectif, ça serait de dire la chose suivante. Pas un Français ne devrait consacrer plus de 20% de ses revenus à payer son loyer. Aujourd'hui, on est à plus de 30%. Eh bien, merci Jean-Luc Mélenchon. Merci. On arrive au terme de cette émission. La semaine prochaine, nous accueillerons Pierre Daume, journaliste Montpellier.